Pour vraiment saisir l'ampleur de ce que le Japon a construit, nous devons d'abord voyager dans le temps, jusqu'à un jour qui a changé à jamais l'histoire de l'ingénierie moderne et la façon dont nous comprenons la relation entre l'homme et la nature. Le 11 mars 2011, la Terre n'a pas seulement tremblé violemment, mais s'est littéralement déchirée sous l'océan Pacifique avec une magnitude dévastatrice de 9,0 sur l'échelle de Richter. Mais le vrai monstre n'était pas le séisme en lui-même, mais ce qui a suivi. Un mur d'eau de Aston de 15 mètres de haut a avancé implacablement vers la côte, détruisant absolument tout sur son passage sans pitié. Les anciennes défenses, des murs de seulement 8 mètres considérés comme sûrs et infaillibles, ont été submergés comme de simples châteaux de sable construits par des enfants. Plus de 20 000 personnes ont tragiquement perdu la vie et des centaines de milliers de foyers ont disparu en quelques minutes. C'est cette douleur insupportable et cette perte incalculable qui ont forcé le Japon à prendre une décision sans précédent dans l'histoire de l'ingénierie civile. Construire un grand mur contre la mer, une défense massive de 400 km qui protégerait son peuple pour toujours. Mais avant de continuer cette histoire épique d'ingénierie, si vous êtes fasciné par la façon dont l'humanité affronte la nature avec la technologie, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, commençons. Leçon amère gravée dans la mémoire collective. Le Japon n'a pas choisi cette bataille par plaisir ou caprice, mais par pure nécessité géographique inévitable. Le pays se trouve exactement au point de rencontre de 4 plaques tectoniques massives qui convergent violemment. C'est une zone de collision où la croûte terrestre se heurte et glisse constamment, produisant plus de 500 tremblements de terre perceptibles chaque année. Lorsque ces plaques se déplacent soudainement sous la mer, le fond marin monte ou descend en secondes, poussant des colonnes d'eau gigantesques vers la surface. Ce qui rend cela si dangereux et inévitable, c'est que 70% du Japon est composé de montagnes inhabitables, forçant la population à vivre concentrée dans les étroites zones côtières. Il n'y a nulle part où fuir, si ce n'est vers le haut dans les montagnes. Et le temps est la ressource la plus rare lorsque l'océan décide d'attaquer. La tragédie de 2011 a démontré brutalement que les anciennes défenses étaient conçues pour un monde qui n'existe plus. Ces murs de 8 mètres ont été construits sur la base de registres historiques qui ont tragiquement été insuffisants face à la furie de la nature. Le problème n'était pas seulement la hauteur insuffisante, mais la confiance aveugle que les gens y avaient placée sans questionner. Se sentant en sécurité derrière leurs murs, beaucoup n'ont pas couru à temps vers un terrain élevé. Le Japon a appris la leçon la plus dure possible. Que la géographie de la zone appelée la ceinture de feu du Pacifique est un ennemi qui ne dort jamais, et que pour survivre, ils devaient repenser complètement leur relation avec la mer, du laboratoire à la conquête du sol. Après le désastre, les ingénieurs savaient que s'ils faisaient de la même chose qu'avant, le résultat serait identique. La première étape n'était pas de poser des briques immédiatement, mais de plonger dans les laboratoires de recherche. Ils ont utilisé les données réelles du tsunami pour recréer le désastre dans des bassins d'eau à échelle contrôlée. Les ingénieurs ont testé des centaines de formes différentes basses pour le mur. Il ne s'agit pas seulement de le rendre haut, mais intelligent et efficace. Ils ont découvert qu'une face plane reçoit tout l'impact de fronts concentrés, ce qui peut briser le béton par pression. C'est pourquoi ils ont conçu un profil trapézoïdal avec une base beaucoup plus large que la partie supérieure visible. L'idée est simple mais brillante. Lorsque la vague frappe la structure, la forme aide à distribuer la force vers le bas, protégeant l'intégrité du mur. Mais un mur est aussi fort que le sol qui le soutient fermement. Et la côte du Japon est traître, composée principalement de sable fin et de sol mou sédimentaire. Imaginez essayer de maintenir un mur de 15 mètres sur un lit de sable pendant qu'un camion géant le pousse avec force. Pour éviter que le mur ne s'enfonce ou ne se renverse de façon catastrophique, les ingénieurs ont dû creuser des fondations profondes de plus de 25 mètres sous le niveau du sol. C'est comme construire un bâtiment de 8 étages enterré juste pour soutenir le mur au-dessus. Ils ont renforcé le sol en injectant du ciment et en utilisant des milliers de pieux en acier massif. Chaque section du mur, elle a été construite comme une unité indépendante mais connectée structurellement, permettant à la structure d'avoir une certaine flexibilité pour absorber les vibrations de futurs tremblements de terre sans se fissurer. Une fois les fondations prêtes et approuvées, l'assemblage de la structure principale a commencé. Ils ont utilisé des cages en acier armées et si denses qu'une main humaine passe à peine entre les barres. Ces cages agissent comme le squelette du mur, lui donnant la capacité de se plier légèrement sous une pression immense sans se briser de façon catastrophique. Le béton a été pompé section par section dans des moules gigantesques en s'assurant qu'il n'y avait pas de bulles d'air qui pourraient affaiblir la défense. Mais la vraie magie de l'ingénierie se produit du côté qui fait face directement à l'océan, où sont installés les fameux tétrapodes.
Ces pièces de béton à 4 pattes ressemblent à des jouets géants oubliés sur la plage, mais c'est de l'ingénierie pure et dure. Leur fonction est la dissipation de l'énergie cinétique. Lorsqu'une vague frappe un mur solide, la force est totale et concentrée. Mais lorsqu'elle frappe un tas de tétrapodes entrelacés, l'eau se divise en milliers de petites directions différentes. Les espaces entre eux piègent l'eau et la force à lutter contre elle-même, réduisant drastiquement la force d'impact qui atteint finalement le mur principal. C'est comme mettre un bouclier rembourré devant une armure d'acier. De plus, au point critique des ports, des portes hydrauliques intelligentes sont installées qui permettent le passage des bateaux en temps de paix, mais se ferment hermétiquement en secondes lors de la détection d'une menace sismique, assurant que l'économie coule sans sacrifier la sécurité. Le dilemme humain derrière les murs de béton. Malgré toute cette merveille technique et impressionnante, il y a une ombre qui poursuit constamment le projet, le facteur humain et émotionnel. Pour de nombreuses communautés, la mer est toute leur vie, et soudainement ils se sont retrouvés avec un mur de 15 mètres qui les empêche de voir l'horizon qu'ils ont connu toute leur vie. Beaucoup de résidents locaux se sentent vivre dans une prison de béton sans vue. Il y a eu des débats intenses et passionnés sur la question de savoir si le coût esthétique en vaut la peine. Dans certaines zones spécifiques, des fenêtres sans verre renforcées ont été installées pour que les gens ne perdent pas le contact visuel avec l'océan. Mais le sentiment d'isolement persiste dans de nombreuses communautés côtières. Il existe une peur réelle que les gens, ne voyant pas la mer, perdent leur instinct d'alerte naturel et fassent trop confiance aveuglément à l'ingénierie. C'est là qu'intervient la philosophie japonaise du design de sécurité par couche. Le gouvernement a été clair en divisant les tsunamis en 2 catégories complètement différentes. Le niveau 1 est celui qui se produit environ tous les 50 ans, et le mur l'arrêtera complètement. Mais ensuite, il y a le niveau 2, l'événement catastrophique qui se produit tous les 1000 ans. Les ingénieurs admettent avec une honnêteté brutale qu'aucun mur sur Terre ne peut arrêter complètement un tsunami de niveau 2. Alors, pourquoi dépenser 12 milliards de dollars pour quelque chose qui n'est pas parfait? La réponse est pour acheter du temps précieux. Dans un tsunami, la différence entre la vie et la mort se compte littéralement en minutes. Le mur n'est pas une bulle impénétrable de protection totale. C'est un bouclier qui reçoit le premier coup dévastateur pour que les humains aient une vraie chance de courir vers les hautes montagnes. Le Japon sait parfaitement qu'il ne peut pas dominer à la nature avec la technologie, mais il refuse d'être sa victime sans défense une fois de plus. La construction a également créé des emplois massifs dans les zones dévastées. Plus de 50 000 travailleurs ont participé à différentes phases du projet pendant des années, des ingénieurs spécialisés aux opérateurs de machinerie lourde. La coordination logistique était un défi monumental sans précédent. Transporter des milliers de tonnes de béton et d'acier vers des zones reculées a nécessité la construction de routes temporaires et même de petits ports. L'échelle du projet est difficile à comprendre. Si vous mettiez tout le béton utilisé en ligne, vous pourriez construire un mur autour de l'équateur terrestre. Les camions nécessaires pour transporter le matériau formeraient une file de plus de 1000 km. C'est le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire du Japon, surpassant même la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et l'entretien est tout aussi massif. Chaque section du mur doit être inspectée annuellement. Des drones équipés de caméras haute résolution volent le long des 400 km à la recherche de fissures ou de dommages. Des équipes de plongeurs inspectent les bases submergées. Des capteurs sismiques surveillés en permanence détectent tout mouvement inhabituel. C'est un système vivant qui nécessite une attention constante. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est le système d'alerte précoce intégré. Le Japon a un réseau de bouées dans l'océan qui détecte les tsunamis en formation. Lorsqu'ils détectent une menace, ils envoient néanmoins des signaux en secondes. Des sirènes retentissent le long de toute la côte. Des messages textes massifs sont envoyés à des millions de téléphones simultanément. Les écoles pratiquent des évacuations régulièrement. Les enfants japonais apprennent dès le plus jeune âge exactement quoi faire lorsque l'alarme sonne. Ce système d'alerte a sauvé d'innombrables vies depuis son implantation. Lors de tsunamis mineurs, après 2011, l'évacuation y a été presque parfaite. Les gens ont couru sans panique parce qu'ils savaient exactement où aller. Et voici quelque chose que beaucoup ne savent pas. Le Japon n'a pas construit seulement un mur. Ils ont construit un système de défense complet. Dans les zones où le mur ne pouvait pas atteindre, ils ont construit des bâtiments d'évacuation spéciaux. Ces bâtiments de 3 ou 4 étages ont des structures renforcées pour résister à l'impact de l'eau. Les portes sont toujours ouvertes. Lors d'un tsunami, les gens peuvent courir à l'intérieur et monter les escaliers. Chaque bâtiment a des fournitures d'urgence stockées. Eau en bouteille, couverture, radio, lampe de poche. Ils peuvent soutenir des centaines de personnes pendant des jours si nécessaire. Et dans les écoles, les toits sont renforcés. Si l'eau monte trop haut, les élèves peuvent monter sur le toit en sachant qu'il tiendra. C'est une défense en profondeur, sans se fier à une seule solution.
technologie pour construire sur Terre et lâcher en mer. Mais l'ingénierie japonaise ne s'arrête pas à la surface visible. Pour connecter un pays divisé par la mer et battu par des typhons qui peuvent détruire n'importe quel pont exposé, le Japon a dû conquérir aussi les profondeurs sombres de l'océan. Imaginez que vous voulez construire une structure au fond d'une piscine pleine. Vous n'essayeriez pas de placer les briques là-bas parce que l'eau ruinerait tout. Les Japonais utilisent une technique révolutionnaire appelée la méthode du tunnel immergé. Essentiellement, ils construisent le tunnel au sec sur une terre ferme stable, comme des pièces de Lego gigantesques. Chacun de ces segments est une molle de béton renforcée qui peut mesurer plus de 200 mètres de long et peser 73 000 tonnes. Ces blocs sont même plus lourds qu'un porte-avions moderne à pleine charge. À l'intérieur de ces cavités massives, les ingénieurs installent un éclairage LED de pointe, des systèmes de ventilation industrielle et des tuyaux de drainage avant que le bloc touche l'eau salée. Le processus de fabrication est fascinant. D'abord, ils construisent des docks secs gigantesques près de la mer. Ce sont essentiellement des piscines énormes qui peuvent être vidées. À l'intérieur du dock sec, ils construisent le segment du tunnel comme s'il s'agissait d'un bâtiment horizontal. Des équipes de centaines de travailleurs travaillent jour et nuit. Le béton doit être spécial, conçu pour résister à la pression de l'océan pendant un siècle. Ils utilisent des additifs qui le rendent imperméable et résistant à la corrosion saline. Les barres d'acier à l'intérieur sont de grade marin traités pour ne pas rouiller. Une fois le segment presque terminé, ils installent tout l'équipement interne. Murs de séparation, lumière, câbles électriques, système de ventilation. C'est comme équiper un bâtiment complet avant de le déplacer. Ensuite, ils scellent les extrémités avec des bouchons temporaires en acier géant. Ces bouchons sont hermétiques, garantissant que l'eau chaude n'entre pas. Le jour du lancement est spectaculaire. Ils ouvrent les écluses du dock sec et l'eau de mer inonde lentement la zone. Le segment de 73 000 tonnes commence à flotter miraculeusement. Il flotte parce qu'il est creux et plein d'air. C'est le même principe qui fait flotter un navire, mais à échelle massive. Une fois terminés et flottants, ils sont remorqués en mer avec précaution. Cela nécessite une flotte de remorqueurs puissants, travaillant en coordination parfaite. Le voyage peut prendre des heures ou des jours selon la distance. Pendant le trajet, ils surveillent constamment la météo. Si une tempête approche, ils doivent chercher un abri. Un segment flottant frappé par de grosses vagues pourrait être endommagé. Le moment le plus tendu est la descente vers le fond marin. Les ingénieurs doivent lutter contre des courants marins imprévisibles et une visibilité nulle au fond sombre. Ils utilisent des systèmes de positionnement GPS de précision millimétrique et des capteurs sous-marins high-tech. Des robots sous-marins avec caméra vérifient constamment la position. Par un système complexe de poulies et de ballast, les ingénieurs forcent le segment à couler lentement dans une tranchée préalablement excavée au fond marin. La tranchée doit être parfaitement nivelée. Toute irrégularité pourrait causer que le segment s'installe de manière inégale. Lorsque le segment touche enfin le fond, des plongeurs spécialisés descendent pour vérifier. C'est un travail dangereux dans des eaux profondes et sombres. Ensuite vient la connexion avec le segment précédent. Ils utilisent des joints en caoutchouc élastique géants appelés joints Gina. Ces joints ont des mètres d'épaisseur et sont conçus pour créer un saut parfait. En pompant l'eau piégée entre les segments à l'aide de pompes puissantes, la pression massive de l'océan extérieur pousse les blocs l'un contre l'autre, avec une force si brutale qu'elle crée un saut hermétique naturel impossible à briser. Cette différence de pression est si extrême que les sections sont pratiquement soudées par la force de la nature elle-même. C'est le poids de l'océan lui-même qui garde le tunnel fermé et sec en permanence, transformant des tubes individuels en une autoroute continue et sûre sous l'abîme sombre. Sécurité absolue sous l'océan. Conduire à travers un tunnel sous-marin japonais, c'est entrer dans une structure intelligente qui ne dort jamais ni ne baisse la garde. La sécurité est l'obsession numéro 1 absolue. Dans un tunnel sous des millions de tonnes d'émettes d'eau pressante, la panique est le plus grand ennemi. C'est pourquoi les ingénieurs conçoivent ces tunnels avec des systèmes d'urgence avancés et redondants. Tous les 200 mètres, il y a des portes de sortie menant à un couloir pressurisé où la fumée toxique ne peut pas entrer. En cas d'incendie ou de tremblement de terre, les conducteurs ont un refuge sûr à quelques pas du danger. Le design intérieur utilise un éclairage LED et une acoustique spécialement calibrée pour réduire l'anxiété du conducteur et éviter la fatigue visuelle dans un environnement sans lumière naturelle. Les murs sont peints avec des couleurs spécifiques que les psychologues ont déterminées comme calmantes pour les personnes. Le son est contrôlé avec soin. Des panneaux spéciaux absorbent le bruit de la circulation pour éviter qu'il ne s'accumule. Ce qui maintient vraiment le tunnel en vie, c'est le système de capteurs omniprésent.
Des centaines d'appareils surveillent constamment la santé du béton, détectant les vibrations, les changements de température ou les micro-fissures invisibles à l'œil humain. Ces données sont envoyées en temps A réel à des centres de contrôle surveillés 24 heures sur 24. Si un capteur détecte quelque chose d'inhabituel, les techniciens peuvent répondre immédiatement. Même les tâches de maintenance sont des déploiements high-tech avec des véhicules robotisés qui inspectent la surface des murs à l'aide de scanners laser pour détecter toute trace de corrosion saline avant qu'elle n'affecte la structure. Les robots peuvent accéder à des zones où les humains ne peuvent pas. Ils travaillent dans une de nuit quand la circulation est censée à minimale. Chaque centimètre du tunnel est inspecté régulièrement. Et il y a des systèmes de ventilation massifs. Imaginez ventiler un tunnel de plusieurs kilomètres sous la mer. Les ventilateurs sont de la taille de moteurs d'avion. Ils poussent des milliers de mètres cubes d'air par minute. L'air frais vient de la surface à travers des conduits géants. L'air vicié est expulsé par d'autres conduits. Le système peut inverser la direction du flux d'air en cas d'urgence. En cas d'incendie, ils peuvent pousser la fumée dans une direction pour dégager les routes d'évacuation. Le temple des géants sous Saitama. 50 mètres sous la surface de la préfecture de Saitama se cache une structure qui défie l'imagination humaine. Un réservoir de stockage d'eau massif soutenu par 59 piliers gigantesques. Chacun de ces piliers pèse 500 tonnes et a la hauteur d'un bâtiment de 5 étages, conçu non seulement pour soutenir le toit lourd, mais pour briser la furie de milliards de litres d'eau. Ce système agit comme un cœur artificiel pour la région métropolitaine densément peuplée, aspirant l'excès d'eau des rivières en crue et le stockant dans des silos si profonds qu'il pourrait abriter toute la Statue de la Liberté. La construction de ce système souterrain était épique. Ils ont excavé des cavernes gigantesques sous terre en utilisant la même technologie que pour les tunnels de métro. Mais à une échelle beaucoup plus grande, les piliers ont été construits en utilisant des moules spéciaux. Chacun a requis des semaines de travail constant. Le béton devait être parfait car il supporterait un poids immense. Le plus impressionnant se passe dans la salle des pompes, où se trouvent des turbines propulsées par des moteurs d'avion de dernière génération. Ces moteurs ont assez de puissance pour pomper 200 tonnes d'eau par seconde vers la rivière Edo, vidant une piscine olympique complète en seulement 12 secondes. Il est difficile de comprendre cette quantité d'eau, ces d'eau se déplaçant si vite. Pendant les typhons, ce système sauve la ville entière. Sans lui, Tokyo inonderait régulièrement. Mais avec lui, l'eau est détournée avant de causer des dommages. Grâce à cette technologie souterraine, le Japon a drastiquement réduit les dommages dus aux inondations dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Le système a prouvé sa valeur des dizaines de fois depuis sa construction. Avec le mur anti-tsunami sur la côte, les tunnels reliant les îles et cette cathédrale sous terre, le Japon a construit un système de défense complet à 360 degrés. C'est le témoignage final que face à la force indomptable de la nature, l'intelligence humaine et la volonté de faire peuvent créer un refuge sûr pour les générations futures. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à ces dernières secondes. Le Japon a décidé d'investir 12 milliards de dollars juste pour gagner 10 minutes supplémentaires d'évacuation. À votre avis, pensez-vous que c'est un prix trop élevé ou un investissement juste quand il s'agit de sauver des vies humaines ? Partagez vos pensées dans la section commentaires s'il vous plaît. Si cette vidéo vous a semblé intéressante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les méga projets. Votre soutien est fondamental. Merci à tous et à la prochaine vidéo.